Tu t'excuses quand quelqu'un te marche sur les pieds, tu dis « ça va » alors que t'as envie de hurler, et tu trouves toujours la meilleure répartie 3 jours plus tard. Bienvenue sur Légitime, le podcast des ex-petites filles sages qui ont été formatées bien trop tôt à sourire, être sages et sauver le monde avant leur premier café. Ici, on démonte les injonctions, on balance des non fermes mais respectueux, et on réapprend à prendre sa place. Pas en criant plus fort que tout le monde, juste en arrêtant d'être silencieuse. Moi c'est Clémentine, je suis coach en affirmation de soi, et si t'en as marre de te plier en quatre pour mériter 3 minutes de reconnaissance, retrouve-moi chaque semaine dans tes oreilles pour te partager des punchlines, des clés concrètes et des réflexions sans filtre pour t'aider à reprendre ta place. Et promis, je vais te prouver que poser tes limites, ça ne te fera pas perdre ton empathie, ni tous tes amis. Bonne écoute. Ça t'est déjà arrivé d'exprimer un truc très calmement, un fait, une opinion, un désaccord, et tout de suite la réponse qu'on t'a donnée c'est «Oh là là, c'est bon, t'énerve pas», alors que t'étais pas énervé, t'étais juste, littéralement en train de parler? Bah, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle justement de la colère, de cette réaction-là, assez, automatique face à une femme qui s'exprime. Et donc pas de comment gérer ta colère, mais de pourquoi elle est autant mal aimée et surtout de pourquoi c'est pas un hasard que ce soit surtout les femmes qu'on accuse de pas savoir la contrôler. Parce que très sincèrement, j'en peux plus du mot hystérique, j'en peux plus du «tu tes règles ou quoi?» dès qu'une femme commence à exprimer quelque chose qui dérange ou qui va pas dans le moule. Et j'en peux plus surtout de voir des femmes avoir honte d'une émotion qu'on leur a confisquée depuis qu'elles sont petites, alors que c'est une émotion vitale pour préserver sa propre dignité, son propre respect de soi. D'abord, on va voir pourquoi la colère, c'est une émotion qui est méga stigmatisée et chez les femmes. On va voir d'où vient cette stigmatisation. Tu vas voir que ça commence très tôt. Et est-ce que ça a créé chez toi, tout simplement? Tu vois, en ce moment, c'est la Coupe du monde de foot. La France vient de perdre. Bon, voilà, petit moment de silence si tu veux, ou on s'en fout. Et et je pouvais pas m'empêcher de me faire cette réflexion en les voyant jouer, de me dire: un joueur de foot qui se prend un contact à peine perceptible, voire limite, qui n'a pas été touché par un autre joueur, il va s'effondrer, se rouler par terre, faire une gueule comme si on lui avait littéralement arraché le tibia et que jamais il pourrait remarcher. Et là, t'as tout le monde qui retient son souffle, l'arbitre il siffle, tout le monde trouve ça normal. Je vais pas dire que personne trouve ça exagéré parce que même là, ça commence à faire beaucoup, mais personne vient leur dire: «Arrête ton cinéma». Personne ne vient pénaliser ce cinéma. Une femme qui élève légèrement la voix dans une réunion pour défendre son point de vue, qui se laisse pas faire face à une remarque un petit peu désagréable, tout de suite, elle va être vue comme agressive, comme elle manque de professionnalisme, comme elle prend les choses trop à cœur, comme elle en fait des tonnes. Et est-ce qu'il y a pas un petit décalage là? Force est de constater que la colère ou même juste l'expression d'une émotion un petit peu forte, hein, c'est clairement pas traité de la même manière selon qui l'exprime. Chez un homme, ça va être de la passion, ça va être de la conviction, du leadership, ou alors il va juste être un petit peu sanguin. C'est son caractère, c'est comme ça, voilà, c'est tout, mais c'est pas un mauvais gain, il est juste un petit peu sanguin. Hein, ça, c'est ce qu'on va dire alors qu'il a tapé dans le mur, quoi. Chez une femme, c'est de l'hystérie, c'est une fragilité émotionnelle, c'est un manque de contrôle. C'est limite une femme qui ne se respecte pas, hein. Et d'ailleurs, ce mot hystérique, j'aimerais bien qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus parce que c'est pas juste une insulte, c'est une construction sociale qui a des siècles derrière elle. Parce qu'à la base, hystérique, donc ça vient du grec, qui veut littéralement dire utérus. Et pendant des siècles, l'hystérie, ça a été diagnostiqué comme une maladie, donc causée par l'utérus. Et dès qu'une femme qui exprimait quelque chose qui dérangeait, que ce soit de la colère, du désaccord ou des opinions un petit peu poussées sur les droits des femmes et sur le fait qu'elle pourrait peut-être suivre des études, par exemple, bah c'était forcément une hystérique. Une femme qui était dominée par ses pulsions. Une femme dominée par son sexe, hein, littéralement. Incapable de se contrôler. Et les traitements pour calmer les crises, je vais pas te donner tous les détails maintenant, mais disons que ça allait de l'ablation des organes génitaux, puisqu'évidemment c'est ça le problème, au massage pelvien, voire intérieur, censé libérer la tension. D'ailleurs, le premier vibro,
a été créée dans ce contexte, hein, pour soigner l'hystérie ou en tout cas essayer d'éviter les crises. Je te laisse réfléchir à ça. Et bizarrement, c'est que les femmes mariées, on les considérait rarement comme hystériques. Par contre, celles qui luttaient pour les droits des femmes, justement l'éducation, le droit d'exister dans l'espace public, forcément hystériques ou en tout cas avec un problème mental. Donc je dis pas ça pour faire tout un cours d'histoire, ça méritera d'être développé dans un autre épisode bien plus précis. Mais je dis ça pour que tu réalises que quand on dit hystérique à une femme qui s'exprime, c'est pas juste un mot comme ça, un petit peu agressif, un petit peu insultant, hein. C'est un outil de contrôle qui a des siècles de pratique derrière lui. C'est un outil pour faire taire les femmes. Et aujourd'hui, il est exprimé différemment. C'est le fameux «tu as tes règles, tu te prends trop la tête, c'est bon, t'énerve pas, oh là là, qu'est-ce que t'es susceptible». Alors que la personne en face était pas du tout énervée. Alors qu'elle exprimait juste un fait, calmement. Mais ça dérange toujours. Alors on retourne la situation. Et une femme, comme elle a bien été matrixée là-dessus, elle se retrouve à douter d'elle-même. Donc vraiment, je te demande, hein, est-ce que tu as déjà vécu ça? Ce truc où tu énonces quelque chose tranquillement et l'autre, il te répond le fameux «Ah mais calme-toi». Tu sais, le truc où là, pour le coup, ça t'énerve vraiment parce que tu es là genre «Mais qu'est-ce qu'il y a Michel? J'étais pas énervée en fait. Toi, calme-toi». Mais que tu as ce truc quand même qui se passe. Et c'est ça qui est fascinant et qui est assez paradoxal, c'est que d'un côté, ça t'énerve parce que tu sais que tu pas énervé à la base, que juste, tu au clair, que tu avais posé les choses posément et si en plus tu es une de ces petites filles sages, tu sais que tu as fait attention à comment tu as exprimé les choses. Et là, on te dit: «Calme-toi», donc d'un côté, ça te saoule parce que je suis calme, mais il y a quand même ce petit truc qui s'immisce en toi où tu commences à te demander: «Est-ce que j'étais vraiment calme? C'est vrai ça? Peut-être que j'ai pas dosé, peut-être que j'ai exagéré, c'est vrai». Et c'est pas un hasard ça, c'est un mécanisme et un mécanisme qui est bien ancré de par ton éducation, mais de par la société aussi qui l'a créé. Donc de toute façon, regarde, hein, une petite fille qui tape du pied, qui crie, qui refuse de faire quelque chose, tout de suite c'est un caprice, c'est une crise, elle est insupportable, elle fait son cinéma. Et on va sûrement l'envoyer dans sa chambre pour qu'elle se calme. Un petit garçon qui fait la même chose, bon bah, il est fatigué, il s'affirme, il a du caractère. C'est le même comportement, mais c'est 2 lectures complètement différentes de la situation, quoi. Et tu vois, le «arrête ton cinéma» et je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir entendu parce que quand je lis certains commentaires, sur Insta, c'est un truc qui revient souvent, hein. Je pense qu'on pourrait carrément ouvrir une troupe de personnes qui font du cinéma, qui sont des drama queens ou qui pourraient ouvrir un cirque, hein, mais là n'est pas la question. Mais c'est clairement la version hystérique en mode enfant. T'exagères, t'en fais trop, ce que tu ressens c'est disproportionné, ce que t'es en train de vivre c'est bizarre, à mon avis il y a un problème, quoi. Et donc toi en tant que petite fille, bah, t'apprends que ta colère elle est mal élevée, t'apprends qu'elle est excessive, t'apprends que c'est pas comme ça qu'on doit se comporter, que c'est pas convenable. T'apprends à la ravaler, t'apprends à sourire à la place. T'apprends à dire: «Oui, oui, ça va, tout va bien, tu raison, peut-être que j'étais un peu trop énervée, je me calme». T'apprends que pour être aimée, pour être une bonne fille, une gentille fille, hein, rien que ça, cette expression, «sois une gentille fille», je trouve que ça veut tout dire. Bah, il faut être douce, faut être calme, faut être agréable. Et cette leçon-là, elle s'imprime profond parce qu'elle vient pas d'un inconnu, elle vient pas de la société à ce moment-là. Elle vient des gens que tu aimes, elle vient des gens dont tu as besoin pour survivre, elle vient des gens qui te protègent, que ce soit tes parents, ta famille, ton école. Donc résultat, tu grandis avec cette conviction bien installée, avec cette croyance bien installée que la colère est un problème. Que si tu te mets en colère, tu perds l'amour, t'es moins aimé, t'es moins apprécié, on te stigmatise. Tu deviens une enfant à problème, une enfant qui crise, qui sait pas se gérer. Tu perds le respect, tu perds la relation. Et ça, c'est terrible quand t'es enfant, même en tant qu'adulte, mais c'est d'autant plus violent enfant. Donc tu gères, tu contiens, tu ravales, jusqu'à ce que ça finisse par déborder parce que je pense que tu commences à comprendre si tu suis les épisodes depuis un moment.
Une émotion, elle ne disparaît pas, elle se stocke quelque part si tu l'exprimes pas, si tu lui laisses pas de la place. Donc elle ressort souvent au mauvais moment pour un truc à la con et là, du coup, c'est jackpot parce que ça vient renforcer en plus l'image, bah, tu vois, la meuf, elle a pété un plomb pour rien. Il y avait, une tasse qui débordait, du lave-vaisselle, elle a pété un câble, tu vois bien, elles sont toutes folles et là, tu as honte parce qu'en soi, c'était rien, c'était pas grand-chose. Parce que tu as encore pété un câble, parce que tu ne sais pas gérer tes émotions. Ça vient vraiment renforcer cette croyance que, bah oui, regarde, quand je m'exprime, quand ça sort, ça se passe mal et donc le cercle, il est bouclé. La petite fille est devenue une femme qui a honte de sa colère, exactement comme on lui a appris, hein, et concrètement, ça donne quoi aujourd'hui? Ben, ce que je vois souvent en séance et je serais ravie d'échanger avec ça, si tu te reconnais dans certains schémas, mais tu minimises ce que tu ressens. S'il y a quelque chose qui te dérange vraiment, tu te dis tout de suite: «Ouais, non mais c'est rien, mais j'exagère sûrement, puis c'est pas si grave». Sauf qu'en soi, pour toi, c'est grave. En soi, pour toi, ça compte. Je pense que si tu es honnête avec toi-même, parce que ça a été mon cas, j'ai toujours su plus ou moins qu'il y a des choses qui me mettaient en colère. J'ai toujours su plus ou moins que ça, j'apprécie pas des masses. Toujours senti qu'il y avait un truc. Sauf que mon premier réflexe, c'était toujours de: «Allez, allez, c'est pas grave, on va faire comme si, c'est pas grave, te prends pas la tête avec ça». Et c'est ça qui était assez beau aussi quand j'y réfléchis, c'est que je me dis: j'étais très forte pour faire passer ce comportement, ce: «Allez, on se prend pas la tête avec ça, c'est un peu je suis au-dessus de tout ça», pour faire passer ça comme si, voilà, c'était un vrai recul, une vraie réflexion, une vraie approche de: «Je suis au-dessus de ça, ça me touche pas, je vais pas me laisser toucher par des conneries». Alors qu'en fait, c'était juste, je n'assume pas, je suis incapable d'exprimer que ça me dérange parce que ça me fait peur, parce que qu'est-ce qui va se passer si je le fais? Parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis que ça ne me plaît pas? Et c'était beaucoup plus terrifiant pour moi d'exprimer finalement quelque chose que de me dire: «Bon ben, c'est pas grave». Sauf que finalement, ça me coûtait beaucoup plus d'énergie de dire: «C'est pas grave». Mais ça, je l'ai compris plus tard. Donc deuxième schéma que je peux voir apparaître en séance, ben, tu t'excuses de ressentir, tout simplement. Dès que tu poses quelque chose, voilà, un petit désaccord ou un petit avis, genre: «Moi, je préférerais qu'on aille, manger italien parce que, bah, je préfère, ou j'ai déjà mangé, heu, chinois la semaine dernière, du coup, si je pouvais éviter de recommencer». Bah, tout de suite, tu vas le noyer sous des: «Non, mais désolé, désolé, excuse-moi, non, mais je voudrais pas déranger, mais peut-être que mais vraiment si ça vous dérange pas» ou «Non, mais c'est peut-être moi, c'est moi qui exagère», ou «Je sais pas si c'est normal de ressentir ça, non, mais c'est moi qui me prends trop la tête, t'emmerdes pas, c'est moi qui me prends trop la tête». Comme si avoir la moindre réaction émotionnelle, ça nécessitait une justification. Fallait que ce soit, valide, valable pour les autres. Et que si toi, t'arrivais pas à trouver une bonne raison, un truc qui te semble valable et qui pourrait passer auprès des autres, bah, du coup, c'est que forcément que tu as un problème et qu'il faut pas l'exprimer. Ou en tout cas, faut s'excuser de l'exprimer pour éviter le drame. C'est possible aussi que tu te retournes contre toi-même après, hein, genre OK, tu as exprimé quelque chose, même calmement et après en fait, tu pas en colère contre la situation, tu es en colère contre toi. Tu te culpabilises, tu as honte. Tu te dis: «J'aurais pas dû, j'ai mal géré, j'ai encore tout raté. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'a pris?» ou alors: «Mais c'est pas possible d'être en colère comme ça» et tu finis en colère d'être en colère. Je le dis tout le temps ça, mais parce que ça me fume en fait qu'on puisse être en colère d'être en colère. Enfin, c'est inception le truc et donc ça aussi je l'ai déjà dit, mais souvent ce qui se passe, c'est que ça va finir par exploser. Parce que tu as tellement ravalé que là, c'est le verre mal rangé qui fait tout déborder. Donc soit tu deviens assez agressive, tu envoies un petit peu chez les gens, soit tu te mets à pleurer parce que dans tous les cas, c'est trop tard. C'est too much. Donc la réaction paraît disproportionnée et donc encore une fois, la honte, la culpabilité parce que tu fais quelque chose qui n'est pas normal.
qui n'est pas approprié, qui ne correspond pas à ce qu'on attend de toi. Donc tout ça, c'est pas un défaut de caractère. Tout ça, c'est pas que t'as un problème. Tout ça, c'est clairement le résultat logique d'une éducation qui t'a appris que ta colère était un problème. Elle ne l'est pas. Jamais. À aucun moment. La manière dont tu vas l'exprimer peut être un problème, peut être disproportionnée ou inappropriée. Si je suis en colère et que je fous un gros coup de poing dans la tronche de Michel parce qu'il m'a fait une blague à la con, c'est peut-être un petit peu exagéré. On est bien d'accord, c'est pas très approprié. Puis surtout, ça va pas nous aider par la suite. Par contre, que tu sois en colère parce qu'il t'a fait une blague inappropriée et que tu viennes le recadrer, c'est clairement pas un problème. C'est même nécessaire. La colère, je dirais, c'est une des émotions les plus honnêtes que tu puisses avoir. C'est celle qui te dit clairement quand il y a quelque chose d'important pour toi qui vient d'être touché, une limite, une valeur, un besoin qu'on a ignoré. Et même si tu as du mal à la ressentir parce que tu as tellement pris l'habitude de la foutre sous le tapis, je suis presque persuadée que tu arrives à la ressentir de temps en temps par petites brides, par quelques petites sensations dans ton corps, par quelques petites tensions, par un poing qui va se fermer, par une mâchoire qui va se serrer parce qu'elle a envie de dire quelque chose et que rien ne sort parce qu'elle s'en autorise pas. Donc, le travail, c'est pas d'apprendre à la faire taire encore mieux. C'est pas d'apprendre à la gérer. C'est pas d'apprendre à fermer sa bouche quand il y a quelque chose qui vient de te toucher. Le travail, c'est d'apprendre à lui faire confiance. C'est d'apprendre à écouter ce qu'elle a à te dire. Pour après être en capacité de choisir qu'est-ce que j'en fais, comment je l'exprime. Et ça, c'est limite un mouvement citoyen, un mouvement féministe, que d'être capable d'écouter sa colère et de dire ça ne me va pas, ça ne me convient pas, ça c'est pas ok. Donc ce que je voudrais que tu retiennes de cet épisode, c'est que ta colère elle a été stigmatisée depuis que tu es petite. Stigmatisée par une société qui tolère mieux la colère masculine que féminine. Une société qui dit que chez les mecs, c'est du caractère. Que chez les mecs, c'est du leadership, c'est de l'assurance, c'est de l'autorité. Et que chez une femme, c'est une maladie mentale. Stigmatisée par une éducation qui t'a appris qu'être une bonne fille, une gentille fille, c'est sourire, c'est serrer les dents, c'est être agréable, c'est être aimable, tout le temps. Stigmatisée par des relations où exprimer quelque chose qui dérangeait, ça coûtait trop cher. Ça coupait le lien, ça te mettait à part. C'était pas toi qui as un problème avec la colère. C'est qu'on t'a appris à en avoir un. Et si tu veux commencer à défaire ça, donc comprendre ce que ta colère essaie de te dire et arrêter d'en avoir honte, c'est exactement le genre de travail qu'on fait ensemble. Dans tous les cas, si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à toutes les femmes autour de toi qui ont encore un problème avec la colère, parce qu'il est temps que ça bouge. Il est temps qu'on fasse bouger les lignes. Il est temps qu'on retrouve de la voix. Et sinon, dans tous les cas, je te dis à la semaine prochaine sur Légitime. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a aidé, s'il t'a intrigué, si tu te poses des questions, je suis curieuse, viens me le dire sur Instagram. Promis, je mords pas et c'est toujours un régal d'échanger avec vous. Et si tu veux soutenir le podcast, m'envoyer du love ou aider d'autres petites filles sages qui en ont marre de passer leur temps à sauver le monde, tu peux laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, ça me fera très plaisir et puis ça aidera Légitime à se faire connaître et aller encore plus loin. Encore une fois, merci pour ta confiance, je te dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas, prendre sa place, c'est pas crier plus fort que tout le monde, c'est juste arrêter d'être silencieuse.